Aujourd'hui, quelles sont les priorités? Il y a la santé, il y a l'éducation, il y a l'eau, il y a l'électricité. Et après, il y aura les infrastructures. Si vous n'avez pas l'eau, comment voulez-vous faire fonctionner un hôpital? Moi, je veux dire. Je vais construire un autre hôpital, mais s'il n'y a pas l'eau, s'il n'y a pas l'électricité, même un ascenseur à l'hôpital général, on n'arrive pas à le faire fonctionner correctement. Vous voyez le nombre d'ascenseurs qu'il y a en France, au Canada, qui fonctionnent tous les jours dans les différents immeubles. Un ascenseur, vous n'arrivez pas. Et les gens on les porte sur le dos pour les monter là-haut. Mais quelle honte pour le pays qui est le nôtre. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je suis Georges Thomas et très enchanté de vous retrouver à Perspective et Prospective, le Congo, la Renaissance. Nous sommes tous sans ignorer maintenant que depuis la crise de 1997, M. Sassou Nguesso est revenu au pouvoir par les moyens que nous connaissons, le pouvoir qu'il a perdu par les urnes, qu'il a retrouvé par les armes. Et durant cette période, M. Denis Sassou Nguesso est resté seul maître à bord au Congo-Brazzaville en bénéficiant des largesses dans la production du pétrole. On ne peut pas dire que le régime d'aujourd'hui n'a pas eu les moyens pour développer le Congo-Brazzaville. Il se trouve que 25 ans après, le Congo-Brazzaville reste dans une situation de crise multidimensionnelle et très profonde. Cette observation a été faite par beaucoup de personnes, par beaucoup d'organisations nationales et internationales. Alors, perspective et prospective, vous l'avez compris, c'est cet espace de discussion que nous avons instauré ensemble à partir de quel espace nous pensons un nouveau Congo, une renaissance dans Congolais, dans leur majorité, ont besoin. Et donc, nous avons eu l'habitude d'échanger sur beaucoup d'aspects, n'est-ce pas, qui regardent, n'est-ce pas, le fonctionnement de notre société congolaise. Alors, aujourd'hui, nous parlerons d'un domaine très important qui est le domaine de la santé. Vous savez, la santé, c'est le capital le plus précieux. Et pour en parler, nous avons un invité et pas des moindres. Nous aurons à notre antenne M. Aimé Césaire Nyakasissa, médecin de son état. M. Nyakasissa connaît bien le système congolais. Il le dira lui-même, à certaines occasions, il a travaillé même dans le système, à la présidence de la République. Donc, nous sommes face à une personne observatrice et qui a une parole légitime parce qu'il sait de quoi il parle. Monsieur Nyakasissa est sorti de l'INSA, de l'époque. Aujourd'hui, on l'appelle la faculté des sciences de la santé du Congo-Brazzaville. Monsieur Nyakasissa a exercé la médecine en dehors du Congo, en France particulièrement. Il nous dira également quelque chose sur son parcours professionnel et aussi sa vision, n'est-ce pas, de l'exercice de la médecine au Congo-Brazzaville. Je vous l'ai dit, il connaît bien le système. Alors, sans plus tarder, tournons-nous vers M. Nyakasissa. M. Nyakasissa, bonjour. Bonjour, monsieur Georges Thomas. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes très heureux de vous avoir. Tout le plaisir était pour moi. Comme vous m'avez dit que vous allez participer, j'y suis. Absolument, merci beaucoup.
Alors, sans plus tarder donc, je vais vous poser cette première question, Monsieur Nyakassissa. Vous êtes médecin. Oui. Mais les Congolais ont constaté aussi que vous êtes un littérateur. Vous écrivez beaucoup. Alors, pour un médecin, avoir cette facilité, j'ai vu votre bibliographie, hein, presque chaque mois, vous avez 2 articles que vous, que vous publiez et qui abordent des questions centrales, quand même, par rapport à la crise dont j'ai évoqué tantôt. Ouais. D'où vous vient cette passion de l'écriture, M. Nyakassissa? Mais, merci de me donner la parole. C'est pour vous dire que, à la base, je suis un littéraire. Ah, Oui, je suis un littéraire. En seconde, j'avais mon professeur de français. Il me disait qu'il fallait que je fasse la série A. Il ne fallait pas que je fasse la série scientifique ni C ni D. Mais mon père, vous savez, les parents, ils savent ce qu'ils font. Moi, je m'appelle Patrice Aimé Césaire. Donc, ils savaient qui j'étais déjà. Donc, ils savaient que... Mais un jour, il m'a dit, tu te débrouilles, je veux que tu sois médecin. Donc, je suis allé faire la médecine parce que mon père m'avait demandé de faire la médecine. C'est le vœu de mon père que j'ai exaucé, tout simplement. Mais à la base, je me rappelle déjà, en seconde, j'ai commencé déjà à écrire un livre. Mais quand il m'a dit qu'il fallait que j'aille en série C, parce que j'ai fait une première C, une terminale D, donc j'ai tout laissé tomber et puis j'ai enfui tout ça. Voilà, donc j'ai enfilé mon costume d'étudiant en médecine. Voilà. ok. Donc c'est mon père, je vous le dis, c'est mon père qui m'a demandé de faire d'être docteur en médecine. Et pourquoi il a fait? Je vais vous le dire pourquoi il a fait. Mon père a été aide-comptable, mais c'était un intellectuel. Il n'était pas universitaire, mais il n'avait pas été compris. Parce qu'au Congo, on met toujours en avant les diplômes. Et il se disait, je sais que mon fils, plus tard, il fera de la politique. Mais il faut qu'il ait un diplôme pour que les gens le respectent. Et ça n'a rien à voir. Parce qu'il y a les universitaires et les intellectuels. Aujourd'hui, on peut être professeur en physique-chimie ou je ne sais pas quoi. Mais ce n'est pas pour autant que vous êtes un intellectuel. Mais sachant que ce qui voyait en moi, il se dit, mais je vais armer mon fils, il faut qu'il ait quelque chose pour qu'on puisse le respecter. Mais moi, je n'ai pas besoin de ça. C'est pour ça qu'on voyait quand j'écris, je n'ai jamais écrit docteur Patrice Aimé Césaire Nyakassissa, parce que ça n'a rien à voir avec la médecine. Quand je vous ferai une ordonnance, je mettrai docteur Patrice Aimé Césaire Nyakassissa. Et quand j'écris docteur Patrice, et j'écris Patrice Aimé Césaire Nyakassissa tout simplement. Très bien. Donc, c'est la vision de mon père qui savait ce que j'allais faire plus tard. Il n'y avait que lui qui le savait. Parce que quand il me donne le nom de Patrice Aimé Césaire, Patrice, c'est le révolutionnaire, donc je suis un homme engagé comme je suis aujourd'hui. Et Aimé Césaire, c'est l'écriture, c'est ce que je fais aujourd'hui. Et le diplôme de docteur en médecine, c'est pour, entre guillemets, une respectabilité vis-à-vis des Congolais, mais ça n'a rien à voir. J'aurais pu faire autre chose, mais bon. Lui, il a dit, mais pour armer mon fils, il faut qu'il soit docteur en médecine. Parce que lui, il a été aide-comptable. Il avait des très bonnes idées. C'est le premier à avoir dit à Marien Gouebi, la redevance pétrolière de 21 milliards de francs CFA doit être hors budget national pour qu'on crée un fonds congolais. Mais c'est là où il est parti. On reste assez comme un Macron. On dit, mais monsieur là, qu'est-ce qu'il nous apporte? Monsieur Nyakassissa, je vous prends au rebond là, rapidement là. Vous parlez mon père, bien sûr, les gens disent Nyakassissa, mais tout le monde ne connaît pas la personne dont vous parlez. C'est Dieudonné Nyakassissa, c'est Dieudonné Nyakassissa, mon père, qui a commencé à Shell en tant qu'aide-comptable. Et quand les Américains sont partis, il y a certains de ses amis qui ont récupéré les stations Shell pour les gérer. Et lui, il a dit, mais moi, je vais faire la politique. C'est pour ça qu'il a été à un moment syndicaliste. Oui. Et il a joué un rôle même dans le départ de Youlou. Un rôle pas toujours bien, mais bon, il était parmi les syndicalistes qui étaient là, qui voulaient faire partir Youlou, il est parti.
Et après, il a été le directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale, ce qu'on appelle la CNCS maintenant. Donc, je crois que c'est pas mal. Il a été membre du Conseil d'État avec les Lopez et puis les Pugui. Et après, il est parti, on a vécu dans le pool, à Kinkala et à Yokama. Donc, les gens de Kinkala et Yokama me connaissent. Là où il a géré le PNUD. Le PNUD. Oui, il a géré le PNUD au niveau de l'agriculture. Et c'est quand il y a eu, il est le premier député élu de Kinkala. Et c'est à partir de là qu'il est parti à l'Assemblée. Sa particularité, c'est qu'il n'a jamais été au PCT, mais il a été le premier président de l'Assemblée nationale élu par ses pairs, sans faire partie du PCT. Très important, ça, c'est très important. L'ancien président de l'Assemblée nationale du Congo, au temps du président Massamba Deba. Non, Marien Ngouabi. Ah, Marien Ngouabi. Ah, d'accord. Ouais, mais il n'était pas au PCT. Ah, il n'était pas au PCT, mais non. Mais, il a été élu par ses pairs. Ben, le PCT a bien changé depuis, hein? Bon, voilà. Qu'à cela ne tienne, mais c'est très bien. Bon, alors, on va passer, on va évoluer. Je vais simplement rappeler à nos téléspectateurs que vous avez publié le franc CFA, la monnaie coloniale d'Afrique francophone, source de mauvaise gouvernance, tout récemment. Vous avez publié Congo-Brazzaville, l'arnaque de la concertation politique de Wando. Oui. Voilà. Vous avez écrit aussi Congo-Brazzaville, Monsieur Denis Sassou Nguesso, est-il sérieux? Vous avez posé une question là-dessus, je pense, par rapport à certainement des déclarations qu'il a eu à faire. Bon, on en verra à nos téléspectateurs aller voir ces articles que j'ai bien lus, qui sont très, 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 très pertinents. Vous avez écrit Congo-Brazzaville, que sont devenus les 14 000 milliards de francs CFA des générations futures? Ça, c'est une très, très bonne question qui reste actuelle, qui restera à jamais actuelle, parce que c'est un grand morceau quand même. 14 000 milliards, ce n'est pas 1 milliard. Alors, ça fait Obama 28 milliards, entre 25 et 28 milliards de dollars. La dette du Congo est de 9 milliards de dollars. Donc, on aurait pu la rembourser. On aurait pu la rembourser complètement. On aurait pu rembourser la dette du Congo et avoir des réserves pour nous. Voilà, c'est ça. Mais qu'à cela ne tienne, M. Nyakassissa, on veut tout simplement. Je veux revenir un peu. Alors, quand j'étais au Congo en 2013, quand je travaillais au cabinet il faut dire que j'ai travaillé au cabinet du président de la République. De 2010. L'actuel, hein? Oui, de M. Sassou. J'étais au cabinet en tant qu'attaché à la conseillère chargée de la santé, département de la santé, de 2010 à 2013. Et quand j'étais au Congo, j'ai vu mon frère qui était député, mon petit frère. Il a été député à l'Assemblée nationale. Il y avait quelque chose qui m'avait choqué. Le Congo avait des excédents budgétaires. C'était en 2013. Donc là, on devait déjà avoir au moins 13 000 milliards de francs CFA. Mais le Congo s'est permis de faire, comment on appelle ça, d'aller s'endetter pour 12 millions de dollars auprès de la Banque mondiale. Alors qu'on a des excédents. Alors qu'on a des excédents budgétaires, mais vous trouvez ça normal? C'est pas normal. Et la descente des membres du PCT, c'était pour expliquer le bien fondé de cette arnaque. Non, soyons sérieux. Ça n'a pas de sens. Nous avons de l'argent, vous le gardez pour vous. Mais les dettes que vous prenez, vous savez que ce n'est pas vous qui allez les payer. Ce sont ceux qui viendront derrière. Parce que vous avez pris l'argent, vous avez fait le casse du siècle, vous êtes parti. Et vous continuez à endetter le pays. Quand on prend 100 milliards, on donne à la Côte d'Ivoire et à côté, il y a les retraités qui ne sont pas payés, il y a les fonctionnaires qui ne sont pas payés, il y a les étudiants qui ne sont pas payés, surtout ceux qui sont à l'extérieur, c'est la croix et la bannière. Mais vous trouvez que c'est une façon de gérer le pays, ça? Non. Ben oui. Et là, rapidement, pour terminer, j'ai écouté il y a 2 jours M. Denis Christel Sassou Nguesso, ministre de son État, qui disait que le Congo qu'il veut,
Ce n'est pas celui de foutre les gens en prison. Ce n'est pas celui où il faut rechercher les 14 000 milliards. Mais si on n'a pas l'argent, on va commencer par où? Comme je dis toujours, être responsable, c'est rendre des comptes. On ne peut pas gérer un pays sans rendre des comptes. Vous devez rendre des comptes. Ce n'est pas votre argent. Ce que vous faites chez vous n'intéresse personne. Mais quand ça intéresse toute la République du Congo, moi j'ai les larmes aux yeux de foire quand j'écris, ça intéresse toute la République du Congo, mais vous devez rendre des comptes. Et puis il y a un mot que nous n'avons pas dans notre langage au Congo, c'est le mot d'évaluation. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait des projets? Est-ce qu'on les évalue? On se rend compte que ce qui prime au Congo, c'est l'effet tunnel. On fait un projet, il n'y a pas d'évaluation initiale, il n'y a pas d'évaluation intermédiaire. On comprend très bien comment est-ce que le régime en place au Congo-Brazzaville, n'est-ce pas, gère les fonds publics. Évidemment, ce que vous avez dit, avoir des excédents budgétaires et être obligé d'aller emprunter encore de l'argent à l'extérieur, il n'y a pas plus aberrant que cela. Il n'y a pas plus aberrant que cela. Mais qu'à cela ne tienne, nous espérons que les Congolais ont l'intelligence de le comprendre et surtout d'intégrer au sein d'eux-mêmes qu'il s'agit des fonds publics. Il s'agit de l'argent du contribuable congolais. Mais quand on entretient, quand on maintient dans un état d'oppression, quand les gens, on va parler de la médecine, du système de santé, monsieur Miakasissa, quand les gens ne peuvent pas se faire soigner à l'hôpital parce qu'il manque de tout et qu'à côté, on gaspille de l'argent, c'est comme si, clairement, c'est une stratégie qui était mise en place pour punir les Congolais. Ça, c'est moi qui le dis, mais on reviendra là-dessus. Mais je vais vous poser cette question, monsieur Miakasissa. Vous avez fait l'INSA. Vous avez fait l'INSA. Moi, je reste encore sur l'INSA. Hein? Aujourd'hui, c'est la faculté des sciences de la santé du Congo. Et vous êtes parti à l'étranger. Et vous êtes très fier souvent de dire que le Congo s'est occupé de vous. Ouais. Alors, pourquoi vous n'avez pas exercé au Congo-Brazzaville? Dites-nous un peu votre expérience. Vous êtes parti. Il y a eu un moment au Congo où il y avait une certaine solidarité, où le monsieur qui avait son salaire tous les jours pouvait envoyer son enfant en France sans pour autant avoir une position sociale dominante dans la société. Tout le monde pouvait avoir son salaire et se débrouiller. Donc, on était dans ce contexte-là. Et deuxièmement, il y avait ce qu'on appelait la méritocratie. On s'est retrouvé avec les gens qui sont venus du fin fond du pays, qu'on a retrouvé à Brazzaville, qui avaient des très bonnes notes, qui étaient des étudiants très brillants. Et le Congo faisait de telle sorte que ces gens-là et leurs bourses pour pouvoir subvenir à certains besoins, et d'autres même qui étaient logés dans des internats. Moi, je me rappelle, on payait 1 500 francs par an de frais de scolarité. Et tous les mois, on avait 25 000 francs. La bourse. Donc, on était payé pour aller à l'école. On était payé pour aller étudier. C'était ça la philosophie au Congo. On était payé pour aller à l'école. On était payé pour aller étudier. Bon, il ne faut pas se le cacher. Moi, je venais d'un milieu un tout petit peu aisé. Je pouvais faire 3, 4, 5 mois sans aller chercher ma bourse, mais quand j'allais la chercher, on me l'a donnée. Parce que la bourse ne dépendait pas des revenus des parents. Parce que c'était fait de telle sorte qu'on avait les parents qui travaillaient, on avait les rentrées d'argent et on pouvait faire ça pour les enfants, pour que nous soyons dans les bonnes conditions. Et c'est ce qui a fait que nous sommes bien formés. Au début, quand vous voyez les 5, les 6, 7 premières années de l'INSA, on avait des professeurs qui venaient de l'étranger, qui venaient nous donner des cours. Ça se passait bien. Il y a quelqu'un qui a joué un très grand rôle, qui est mort, feu professeur Kenon. On avait des fascicules d'histoire-biologie. On avait des microscopes. Donc, ça marchait bien. Et là, on avait peu de moyens. Et maintenant, on se rend compte qu'on a beaucoup plus d'argent et ça ne marche pas. Voilà. Mais c'est ce qu'on ne comprend plus.
Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Le seul regret que moi j'ai dans la formation, c'est que dès qu'on a terminé la médecine générale, on n'a pas exercé, on est directement allé faire la spécialité. On aurait peut-être dû s'imprégner un peu des, qu'on appelle ça, ce qui se passait localement, situation locale, pour voir un peu. Mais avant que vous continuiez, M. Makassissa, vous dites la spécialisation. Est-ce qu'on va comprendre qu'au Congo-Brazzaville, on fait la formation générale et ceux qui veulent se spécialiser doivent nécessairement émigrer? C'est cela? Non, 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 non. Là, moi, je suis de la 6e promotion, je pense. On n'avait pas encore des spécialisations sur place. OK. Donc, il y en a maintenant. Hein? Oui, on était obligé de partir. Donc, oui, maintenant sur place, oui, il y en a, mais non, sur place, c'est là. Là, on forme des spécialistes sur place. Mais il y a les moyens. Il faut aussi avoir la politique de la formation. Il y a les moyens, oui, il faut aussi avoir la politique de la formation. Savoir ce que l'on fait, bâtir un projet cohérent pour pouvoir apporter des soins de qualité à des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. C'est pour ça qu'on a créé ce qu'on appelle la couverture maladie universelle, la CMU. La CMU, c'est quoi? Aux États-Unis, il n'y a pas la CMU, et pourtant ils ont une grande médecine. Et chez vous, au Canada, il n'y a pas la CMU. Et dans nos pays, pourquoi on a créé la CMU? C'est pour pouvoir permettre à des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent d'accéder à des soins de qualité. C'est pour que la santé ne vienne pas gréver le budget de la maison, le budget familial. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on a créé cette couverture maladie universelle que vous avez en France. Comme je dis toujours, la France, en termes de services de santé, de soins, c'est le paradis par rapport à l'Amérique du Nord où la santé coûte extrêmement cher. Bon, voilà. mais je vais dire quand même, hein, parce que là vous parlez de l'Amérique du Nord et du Canada. J'étais, enfin, les États-Unis et le Canada. J'ai été au Canada et j'ai été aux États-Unis également. Les États-Unis, il y a ce qu'on appelle aussi Medicare et Medicaid. Medicaid. Bien sûr, ce n'est pas comme le système français qui est beaucoup plus socialisé. La CMU, c'est la France. Et tout le monde s'accorde à dire que le système français de protection sociale de santé est le plus généreux, parmi les plus généreux au monde. Ouais. Mais aux États-Unis, ça a beau être capitalistique, il y a Medicaid aussi qui ne laisse pas forcément des gens à côté de la plaque. Ce n'est pas comme en France, c'est bien entendu. Au Canada, c'est à peu près la même chose. Donc, les services de la santé et les services sociaux ont quand même une certaine épaisseur. Et quand vous évoquez la CMU dans le cadre du Congo-Brazzaville, on aimerait bien y croire, M. Makassissa. Oui, mais la seule différence, c'est qu'en France, que vous soyez ouvrier, que vous soyez PDG, vous aurez les mêmes soins, la même qualité de soins. Ce n'est pas ce qui se passe aux États-Unis. Aux États-Unis, on appelle le médecin d'assurance qui va vous dire tel médicament on peut le prescrire, tel médicament on ne peut pas le prescrire. En France, ça n'existe pas. Que vous soyez ouvrier, que vous soyez PDG, vous aurez accès à la même qualité de soins. Voilà. C'est un peu ça la différence. Et tout en sachant que ce qui impulse cette vision novatrice qui permet aux gens d'avoir accès à la santé, c'est généralement les Canadiens. Mais ce que je n'ai jamais compris, pourquoi ils ne le font pas chez eux. C'est bien, ceux qui me disent. Moi, lors de ma formation en soins infirmiers, j'avais deux Canadiennes. Madame Markovitch et mademoiselle McKay, qui venaient du Canada. On a été bien formés par ces gens. Ils nous ont appris les bases. Vous comprenez? Donc, bon, ça dépend des pays. Mais c'est nous, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Mais je pense au fond que c'est une volonté politique. Parce que vous comprenez, le président de la République, il a une stratégie. Le président de la République, c'est un leader. Un président de la République n'est pas forcément un manager, celui qui sait faire. Mais il est celui qui pense.
Le manager est là pour traduire la stratégie du président de la République en objectif et pour mettre ça en action. Opérationnel. Oui, mais c'est là où ça coince. C'est là où ça coince. Moi, je vous ai dit, on peut critiquer, mais j'ai été quand même dans le cabinet du président de la République. J'ai vu qu'à un certain moment, on a mis des sous à disposition pour le peuple congolais. Mais qu'est-ce qu'on en a fait? Moi j'étais au bas de l'échelle, hein, donc je n'avais pas mon chef, j'étais un collaborateur. Mais je regardais, mais qu'est-ce qu'on en a fait, hein, par rapport au projet qu'on a eu? On a eu le projet qui était un projet, ce qu'on appelle les projets sortis. C'est-à-dire que au Congo, tous les ans, le ministère de la Santé a un budget pour faire fonctionner les hôpitaux. Là, on comprend tout à fait. Il y a ce qu'on appelle des projets sortis. C'est-à-dire que le président de la République, qui est le seul élu, qui est légitime, peut avoir les desiderata quand il fait venir le bateau de Merci Chips. Mais ça n'impacte pas avec le fonctionnement de la médecine au Congo, contrairement à ce que les gens veulent faire croire. C'est un projet sorti. Vous pouvez aller à Talangaï, vous faire opérer le appendicite, faire son... Non, ça n'avait rien à voir. Et c'était un projet qui avait beaucoup de volets, agriculture, chirurgie médicale et formation. C'était un très bon projet qu'on a mené. Moi, je l'ai mis en route et puis après, je suis parti. Mais le problème, ce que nous, on n'avait pas compris, c'est qu'avec ces gens-là, on avait encore une coopération de pendant 5 ans, ils pouvaient venir nous aider. Et comme on n'avait pas fait un rapport d'évaluation, savoir ce qu'on a fait, ce qu'on a bien fait, ce qu'on a mal fait, ce qu'on aurait dû faire, ben, c'est tombé à l'eau. Mais écoutez, M. Mekassissa, j'ai envie de rebondir là-dessus parce que ce que vous dites est d'une importance capitale. Déjà, vous parlez du président de la République, vous avez travaillé au cabinet du président de la République, mais vous n'avez pas évoqué le ministère de la Santé. Le ministère de la Santé, c'est quand même une grosse structure qui a pour, en principe, qui a pour fonction de mettre, n'est-ce pas, en musique, n'est-ce pas, toute la stratégie médicale, en fait, tout ce qui concerne le secteur de la santé. Est-ce que c'est une façon de dire que le ministre de la Santé n'a pas, en fait, n'est pas écouté? Ce n'est pas le président de la République qui doit suivre un peu. On a parlé de la dimension opérationnelle des choses. Ouais. Que fait le ministère alors? Je vais vous répondre. Ce que je vous disais, c'est ce qu'on appelle des projets sortis. Le Parlement vote un budget pour le ministère. Le ministère, il a son budget pour toute l'année. Mais le président de la République, aux États-Unis, il y a un budget du président des États-Unis sur le paludisme, la tuberculose et le VIH. Il n'y a que lui qui gère ce budget-là. Mais à côté, il y a le ministère qui fonctionne normalement. Ça n'a rien à voir. C'est ce qu'on appelle des projets sortis qui n'ont rien à voir. Ça, c'est le président qui décide. Mais n'empêche que le ministère a tout ce qu'il faut pour faire fonctionner les hôpitaux, faire ce qu'il a. Quand vous êtes élu, vous êtes président de la République, vous avez des prérogatives. De toute façon, vous êtes le seul à avoir une certaine légitimité. Parce que tout ce que vous nommez, vous les nommez, ils n'ont pas la légitimité du peuple. Vous êtes le seul élu du peuple. Donc, il arrive à un certain moment, oui, le cabinet du président, le président de la République, s'il a besoin de faire quelque chose, il s'adresse à son cabinet qui met en musique ce dont il a besoin, tel que le projet avec le bateau Merci Chips. Mais ça n'impactait en rien, on n'a rien pris sur le budget du ministère de la Santé. D'autant plus que Merci Chips, qui est une ONG internationale, quand ils sont venus, ils ont apporté des capitaux. Et le Congo aussi est venu à la marge apporter quelque chose pour que le projet puisse se faire. Puisque ce sont des organisations non gouvernementales qui sont financées par des donateurs. Voilà. Donc nous, il fallait qu'au niveau du cabinet du président, qu'on gère beaucoup d'aspects. Parce que les gens qui devaient venir opérer les pathologies particulières, par exemple, qu'il y avait au Congo-Brazzaville, quelqu'un qui vient du Japon, qui prend 2 semaines,
il n'a pas le temps de passer dans une ambassade pour prendre un visa. C'est ça le problème. Ou bien s'il n'y a pas de consulat là où il est, ben, c'est une perte de temps. Ce type va donner une semaine gratuitement pour venir travailler au Congo. Donc, qu'est-ce qu'il lui fallait faire? Il fallait prendre son nom, voir avec le ministère de l'Intérieur, dire qu'il y a un monsieur intel qui va arriver, il faut qu'on aille le recevoir, il n'aura pas le visa, mais vous êtes au courant qu'il vient pour une semaine et après il repartira. Donc, c'était pour mettre un peu une certaine fluidité, pour assurer ça. Quand Merci Chip arrive avec les médicaments, il faut les dédouaner. Mais il faut payer. Mais comme c'est gratuit, donc il faut qu'on se retourne vers le ministère des Finances. Qu'on nous permette de dédouaner ces médicaments sans qu'on ait à les payer. Puisque si vous n'avez pas les médicaments, comment vous pouvez traiter les gens? Ce n'est pas possible. On a vu aussi avec le ministère au niveau, qu'on appelle ça, à Pointe-Noire, au niveau du port de Pointe-Noire. Oui. Parce qu'il fallait faire de telle sorte que il fallait, là où le bateau allait être, il fallait que ce soit propre. Parce que ce ne soit pas pollué. Parce que si vous polluez là où est le bateau, quand le bateau part dans un autre port, il arrive, il pollue le port, il est obligé de payer une amende. Donc, c'était un projet qui était transversal. On a travaillé avec tout le monde. On a même travaillé avec le ministère du Travail. Merci Chips arrive à Brazzaville, il se dit, nous, on n'a pas beaucoup d'argent, mais on a besoin des Congolais. Et les Congolais disent, mais écoutez, nous, le SMIC, vous savez, comment est-ce qu'on doit payer? Et ils disent, mais est-ce qu'on ne peut pas s'arranger pour que chacun de nous puisse y trouver son compte? Mais il fallait qu'on travaille avec les gens du ministère du Travail. C'était à eux de nous donner une certaine vision pour protéger les Congolais. Et ça marche. Quand on veut protéger les Congolais, ça marche. Et on est arrivé à un compromis en disant, on pouvait baisser le salaire, mais ces gens mangeaient gratuitement sur le bateau pendant les 9 mois et avaient accès aux soins, ce qui compensait un peu la perte de salaire qu'ils avaient. Voilà. Donc, c'était un projet qui était très, très bien. Mais qu'est-ce qu'on a fait après? On n'a pas fait de rapport d'évaluation. On a formé des ORL sur le bateau. Le bateau ne sert que de plateforme à un hôpital comme ici. Un hôpital sur les plateformes? Non, le bateau ne sert que de plateforme. C'est un hôpital moderne, avec tout, comme ici, avec des blocs opératoires, avec les mêmes contraintes qu'un hôpital normal qui fonctionne, mais qui est sur un bateau. Nous avons mais écoutez, M. Mekassissa, ça c'est une information, je n'avais pas connaissance de cela. Un hôpital super sophistiqué avec certainement des plateaux techniques de grande… Ouais, comme vous dites. Voilà. Mais alors, c'est pour qui ça? Sur une plateforme, ce qui veut dire que c'est en pleine mer, là. Est-ce que c'est un hôpital pour les gens qui travaillent en mer? Non, le bateau est à quai. Et à quai à Pointe-Noire. Ah, le bateau est à quai. Ah, un bateau qui circule. Oui, qui circule. Il est à quai à Pointe-Noire. Et je vais vous dire quelque chose. Quand on a demandé à ce que Merci Chips vienne au Congo, le board de Merci Chips a dit vous allez au Congo, rien ne marche. Ça n'a pas marché. Mais on a tout fait pour que ça marche. Vous savez ce qu'ils m'ont dit? C'est la première fois depuis 28 ans, on a 7 mois d'avance sur notre programme. Oui, ça c'est les Américains qui me le disent. En guillemets, c'était un peu le coordonnateur. C'est la première fois en 28 ans qu'on a 7 mois d'avance sur notre programme. Donc, vous voyez, quand les Congolais veulent travailler, ils travaillent. Et revenons sur les ORL qui ont travaillé, parce que celui qui fait la chirurgie maxillofaciale sur Merci Chips, c'est l'un des 3 plus grands experts au monde. Il a formé les Congolais. Et qu'est-ce qu'on aurait dû faire à la fin? C'est dire à l'État congolais, voilà, ils ont été formés avec tels appareils, mais il faut qu'on les prenne, pour qu'on les mette dans les hôpitaux, pour qu'il y ait une certaine pérennité. La pertinence y était, parce qu'il y avait un besoin. L'efficacité, les gens ont travaillé. L'efficience, ça ne nous a pas coûté cher. Mais la pérennité d'un projet,
C'est ça le problème, la pérennité. C'est pas quand le bateau va, on ferme les rideaux et puis il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Ben oui. Il lui fallut aller voir le président de la République, lui dire, voilà, nous avons formé des ORL, ils ont besoin des appareils pour pouvoir continuer. Ce qu'ils ont fait. Ben, s'ils n'ont pas d'appareil, si vous n'exercez plus, vous vous perdez. Mais ça, c'est du domaine des gens qui sont aux affaires, des gens qui conseillent le président de la République, notamment le cabinet. C'était le rôle du cabinet. Mais moi, j'étais parti. On a même formé des infirmières au niveau du bloc opératoire. Parce que je suis allé à Conakry discuter avec eux. Ils voulaient que je vois un peu l'expérience au niveau de Conakry. Mais à Conakry, ils avaient pris les gens dans la rue pour faire aide soignant au bloc. J'ai dit, mais non, nous avons des infirmières. Faisons la formation des formateurs. On a pris des infirmières dans différentes régions. On les a formées, mais c'était à ces infirmières-là, après, d'aller former les autres. Et c'est pour ça que je m'étais battu pour connaître les infirmières. Voilà. Donc, il y a des choses qui marchent au Congo. Mais bon, après, c'est la volonté politique. Oui. Bah, alors, après c'est de l'affichage. Si M. Sassou voyait que pour lui, c'était de l'affichage, oui. Mais pour nous, il fallait qu'on fasse de telle sorte que ça puisse bénéficier au Congo. Et que ça puisse continuer. Même si pour lui, c'était de l'affichage, mais pour nous, c'était important. Que ces connaissances-là restent et que les gens puissent continuer à travailler. Bon, oui, là, vous avez déjà emboîté sur la question qui devait arriver un peu sur le diagnostic, évidemment, du système de santé au Congo-Brazzaville. Mais en partant de la première question que je vous avais posée au départ, en disant, ben oui, vous avez bénéficié du Congo, vous êtes allé à l'étranger, ben pourquoi est-ce que vous n'avez pas vraiment travaillé au Congo-Brazzaville avec l'amour que vous avez pour votre pays? Vous avez travaillé à la présidence de la République, certainement pas en tant que médecin. C'est sûr que vous avez travaillé plutôt dans les structures en tant que telles. Et je suis tenté de vous poser la question de savoir, mais en fait, pourquoi êtes-vous reparti? Pourquoi êtes-vous parti du Congo, là? Pourquoi êtes-vous parti? Est-ce que vous pouvez nous dire un peu, brosser quelque chose là-dessus? C'est pour les raisons personnelles. Ok, vous savez, alors. on peut intervenir chacun à notre niveau. C'est pas toujours avoir la main à la pâte, mais savoir une certaine vision. Moi, quand je suis sorti de l'INSA, mon corps d'affectation, c'était la direction générale de la santé. Donc, je pouvais être à la direction générale de la santé, essayer de mettre en musique ce qu'on me demandait de faire pour que ça puisse marcher. Mais j'ai une formation de gynécologue obstétricien. Je peux discuter. Je peux aller voir comment ça se passe. Pour moi, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais là, j'étais attaché à la présidence de la République. De temps en temps, je faisais quelques consultations pour les gens qui me demandaient. Mais ce n'était pas ça. Mais on pouvait mettre en place des structures qui marchent. Je vais vous donner un exemple. Je suis au cabinet du président de la République. Je suis gynécologue obstétricien. On cherche quelqu'un pour assurer la direction du département de la prévention de la transmission mère-enfant du VIH. Moi, je suis là. Je suis au cabinet du président de la République. Je suis gynécologue obstétricien. Je connais les problèmes parce que je discute aussi avec les pédiatres. Mais ce n'est pas moi qui ai été choisi. Vous comprenez? Oui. Je connais la question. Mais ce n'est pas moi que l'on choisit. Mais ce n'est pas moi qui décide. OK. J'aurais pu avoir un autre regard par rapport à ce qui se passe. J'aurais pu m'impliquer. Vous comprenez? J'aurais pu m'impliquer. Je pense que c'est au Canada où, quand une mère sait qu'elle a le VIH et qu'elle ne le déclare pas et que l'enfant est infecté, cette mère est poursuivie parce qu'elle a commis un crime. Parce qu'on sait qu'on peut traiter la maman pour éviter que l'enfant soit infecté. Voilà. Bon. Monsieur c'est toujours, comme je dis, au Congo, c'est toujours la décision politique. Tant que vous n'avez pas une légitimité, vous ne pouvez pas changer les choses.
Vous pouvez avoir toutes les bonnes intentions du monde, vous ne pouvez pas changer les choses parce que vous n'êtes pas à la tête de certaines directions. Ce n'est pas possible. Est-ce que c'est exagéré de dire que en matière de santé, il y a une sorte de personnalisation de la question par le président de la République? Pourquoi je le dis? Nous parlons avec beaucoup de gens également qui ont tenté des expériences, qui sont dans le domaine, qui sont en dehors du Congo, qui ont une expertise et une expérience formidable et qui avaient pensé à un moment ou à un autre à aller mettre en place quelque chose au Congo. Parce que jusque-là, nous parlons de la santé en termes structurels ou institutionnels. On n'a pas encore commencé à parler de la santé en tant qu'un besoin, un bien à la portée des populations. Comment est-ce que les populations congolaises vivent la santé? Est-ce que l'OMS définit la santé? Ce n'est pas seulement l'absence de maladie ou d'infirmité, mais la santé, c'est un état de complet bien-être. Donc, c'est très large. Mental, physique et social. Voilà, exactement, exactement. Vous le savez mieux que moi, docteur Miakassi. Non, mais vous êtes Alors, je veux revenir sur la question. Ouais. Ces personnes-là à qui j'ai parlé, on a échangé, sont allées au Congo. Et il paraît que M. Denis Sassou Nguesso a cette manie de vouloir installer les choses dans sa région. Ils me l'ont dit, comme ça. Bon, oui. Voilà, quand ce n'est pas dans sa région, eh bien, ça ne se fera pas. Et ces gens qui m'en ont parlé ont dit clairement qu'avec les partenaires étrangers, on était sur le point de mettre sur pied une structure médicale avec une technicité très élevée, avec tout ce qu'il faut pour que la santé soit bien rendue aux populations, mais il fallait le faire à Oyo. Et quand ils ont refusé, ils sont revenus. À Oyo, on a déjà un hôpital spécialisé, mais tout revient à la gestion de projet. Alors, avant de faire quelque chose, qu'est-ce qu'on voit d'abord? C'est la pertinence. Est-ce que vous pouvez aller construire un stade de 60 000 personnes dans un village de 100 personnes? Voilà. Non. On ne peut pas. Voilà. Est-ce que l'hôpital spécialisé de Oyo, il fallait le construire à Oyo? Non. Il fallait le mettre à Brazzaville. Bon, ça, ce sont les caprices du président de la République. C'est lui qui décide, voilà, parce que vous l'avez élu en Guinée. Voilà. Ça, il y a des problèmes de pertinence. Mais il y a un problème qui se passe au Congo que vous ne voyez pas. C'est que à partir du moment où on a commencé à tout privatiser, il y a maintenant la médecine privée et il y a la médecine publique. Privatiser, vous dites, hein? On a commencé à privatiser. Et il y a des gens qui font du privé. Je ne suis pas contre. Et il y a des gens qui font du public. Mais ceux qui font du privé viennent chercher les malades à l'hôpital. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudra peut-être en discuter. Ceux qui veulent travailler à l'hôpital, vous leur donnez les moyens de travailler à l'hôpital de 8h30 à 18h30. Vous ne leur donnez pas les moyens de travailler à l'hôpital de 8h30 à 12h30, après ils vont dans sa clinique. Non. Ceux qui veulent faire du privé, on les aide à ce qu'ils aient des crédits qui montent leur structure. Voilà comment ça doit se passer. Bon, ça c'est mon avis. Oui, non, mais il est bien entendu. Il est bon, bien voilà. entendu. Si vous voulez rester à l'hôpital, vous faites du service public. C'est un sacerdoce. On ne gagne pas beaucoup d'argent, mais on traite les gens. Ceux qui veulent gagner beaucoup d'argent dans le public, par les cotations, par ce qu'ils font, le gouvernement est là pour les aider, pour mettre à leur disposition des fonds pour qu'ils puissent exercer leur passion. Mais qui a en charge la santé publique du Congo? Voilà. C'est le gouvernement congolais. C'est lui qui fixe les limites. Regardez, par exemple, en France, il y a un problème simple. Le prix du médicament est fixé par qui? Par le ministère. C'est pour ça que les médicaments coûtent moins cher en France qu'en Grande-Bretagne. Et les laboratoires pharmaceutiques peuvent faire les vendre en Grande-Bretagne parce que ça coûte plus cher.
Mais aux États-Unis, le gouvernement n'a aucun droit sur la négociation du médicament entre l'industrie pharmaceutique et les hôpitaux. C'est pour ça que les médicaments coûtent cher. Voilà. Donc, ce sont les systèmes de santé qui sont tout à fait différents. Le système médical, donc comme ce que je disais, le système médical au Congo. Actuellement, les gens vont à l'hôpital de 8h à 12h30, après ils sont tous dans les cabinets. Je veux bien, je ne suis pas contre, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ou on fait du privé, ou on fait du public à partir du moment où les choses ont été privatisées. On peut donner un peu plus de moyens à ceux qui feront du public, qui resteront là de 8h à 18h30, et ceux qui viendront prendre la garde de 18h30 au lendemain 8h30. Ceux qui veulent faire du privé, on leur donne des moyens. Il faut que l'État s'implique aussi pour que ces gens aient des crédits, pour qu'ils puissent faire du privé en dehors de l'hôpital. Dans les cliniques. Monsieur Mekassissa, permettez de temps en temps que je rebondisse là-dessus, sur ce que vous dites. Là, par exemple, vous parlez du public et du privé. Cette tendance lancinante à la privatisation, n'est-ce pas, du fait médical, pour un pays comme le Congo, je pense que c'est là encore une aberration insoutenable. Pourquoi je le dis, M. Mekassissa, vous allez, n'est-ce pas, me porter la contradiction ou appuyer peut-être ces mots là-dessus. Alors, quel est l'état de la classe moyenne? Dans les pays où vous avez cité le Canada, vous avez cité les États-Unis, la France, mais c'est des pays qui ont une tradition quand même. Hein? Privatisés, quand vous avez 90% de la population qui est dans un état de pauvreté pratiquement, où il n'y a pas une classe moyenne suffisamment assise, vous allez privatiser, c'est-à-dire attacher, n'est-ce pas, au fait médical, n'est-ce pas, de l'argent, une marchandisation de la santé, alors que, vous l'avez évoqué, je vais appuyer là-dessus, alors que la santé et l'éducation devaient relever du service public. La requalification du service public. Et que le Congo-Brazzaville, c'est encore une question que je vous pose, est-ce que le Congo-Brazzaville est capable de mettre sur pied un système de protection sociale qui articule parfaitement la dimension médicale et sociale? Est-ce que le Congo a les moyens pour ça, docteur Mekassissa? Le Congo a les moyens pour ça. Quand vous dites que ça a été une aberration, nous, on n'était pas là. Je pense que c'est au sortir de la conférence nationale, quand on est rentré dans le système démocratique, les grandes institutions, la Banque mondiale, le FMI, qui étaient censés réduire la pauvreté dans le monde, on se rend compte que ce sont des systèmes qui aggravent la pauvreté dans le monde. Ils sont venus nous dire, mais écoutez, si vous voulez être une démocratie, il faut privatiser certains secteurs. Mais non, on ne devait pas le faire. Par exemple, quand on a privatisé l'éducation, nous, on a été à l'école publique. Ça marchait très bien. Il y avait peu de moyens, mais pourquoi ça marchait? Il y a des gens qui étaient là pour ça. Et quand on a privatisé moi, la privatisation de l'éducation, la privatisation de la santé m'a toujours posé un problème au Congo, comme vous dites. Parce que ce n'est pas tous les gens qui ont des moyens. Voilà. L'école privée au Congo, d'après ce que je vois, ça sert à des officines de blanchiment d'argent. Est-ce que la qualité de l'enseignement y est? Voilà. On peut faire aller mettre les enfants dans les écoles publiques et en abandonnant l'école privée. C'est-à-dire que maintenant, on a une éducation à double vitesse. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent, écoutez, débrouillez-vous. Mais ce n'est pas le Congo des années 70, des années 80. On se retrouvait tous, indépendamment de notre origine sociale, oui, de notre ethnie, de notre provenance, on était tous ensemble et c'est le gouvernement congolais qui a assuré l'éducation des Congolais. Donc, c'est une aberration. Quand, de l'autre côté, vous voyez que Tshisekedi dit qu'il faut une gratuité de l'enseignement, je ne sais pas, l'école primaire jusqu'à... Mais il a parfaitement raison. Le Congo a énormément d'argent. Je pense qu'il faut rebâtir le tissu éducatif, redonner les moyens à nos professeurs qui étaient de bonne qualité. Et je vous dis que moi, j'ai un cousin, un neveu qui est aux États-Unis.
Il me dit, mon oncle, mais quand je suis arrivé aux États-Unis, en mathématiques, j'étais plus fort que les Américains. Vous comprenez? Il venait du Congo. Mais il dit, mais en mathématiques, je suis plus fort que les Américains. Mais voilà ce qu'on a eu. Mais toi, tu es au Canada, mais tu as eu les bases au Congo. Ben, bien sûr que oui. On a au Congo, on a des talents. On a des professeurs de grande qualité. On a des médecins de grande qualité. Mais privatiser l'éducation et la santé, pour moi, ça m'a toujours posé un problème. Mais comme c'est un état de fait qui est là maintenant, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que ceux qui veulent aller faire le privé, ils font les privés, on leur donne les moyens, ils vont le faire. Mais le rôle du gouvernement, c'est quoi? C'est pas de s'occuper des faibles, des plus faibles. Donc, on met les moyens dans l'école publique pour que ces enfants-là apprennent. Mais ils étaient là quand on a inauguré l'école d'Edoux. Je voulais dire Edoux. Vous avez des photos, une école où il y a les ordinateurs partout. Oui, on a vu ça. J'étais à l'inauguration. C'est un don qu'on a fait. C'était à l'inauguration de cette école. Vous voyez un peu la différence? Mais ce genre d'école ne se sont pas repliquées dans toute la République. Ce serait bien quand même. Hein? Non, mais c'est ce que je dis. Vous voyez, à Edoux, on a ce genre d'école. Mais quand vous allez à Kidamba, à Pointe-Noire, dans l'allée Koumou, mais vous n'avez rien, vous n'avez que les taudis, mais ce n'est pas normal. Hein? Comme on dit, le bonheur ne vaut que lorsqu'il est partagé. Est-ce que vous pouvez être content, vous, de vivre dans l'opulence et de voir à côté les gens qui souffrent? Et moi, j'étais là, je l'ai vu, j'étais interloqué. J'ai dit, mais si on peut le faire là, mais pourquoi ne pas le faire ailleurs? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Maintenant, quand les hommes politiques vous disent, ah ouais, mais nous, tant qu'on n'a pas terminé ce qu'on a à faire, on va y rester. Mais non, mais le Congo n'est pas la propriété de quelqu'un. Attendez, il n'y a plus de choses dans deux têtes que dans une. Il faut qu'il y ait ce renouvellement, ce changement d'air pour qu'il y ait des nouveaux talents, des gens qui puissent apporter leur expertise. Je pense que M. Sassou est atteint sur ce qu'on appelle du phénomène de Peter. Quand vous restez trop longtemps à une fonction, vous devenez incompétent. Mais écoutez, vous devenez incompétent et ce qui est curieux, je reviens encore sur ce que vous dites, M. Miakasissa, vous connaissez le système, vous savez comment est-ce que ça fonctionne. Oui. Et je ne suis pas certain qu'au sein du système, il n'est pas fait le diagnostic nécessaire. Je ne suis pas certain qu'au sein du système, il ne sache pas ce qui ne va pas dans le système. Et pourtant, ce qui ne va pas dans le système se perpétue alors que le système a manipulé des sommes incommensurables d'argent. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une volonté manifeste de sorte que le système continue à tomber en lambeaux? Et si c'est le cas, ben alors comment comprendre que les Congolais soient là, attendent et ne disent rien, alors qu'on siphonne, n'est-ce pas, ce qui leur revient de droit? C'est ça quand même, dans cette émission, quand on fait ce type d'état de lieu, il y a aussi une dimension pédagogique auprès des populations pour qu'ils sachent que ce qui est en train d'être fait en ce moment, c'est à leur désavantage complet. Vous voyez un peu ce que je veux dire, monsieur Miakasissa? Vous allez être surpris. Les Congolais ont des talents. Quand vous travaillez dans le cabinet du président de la République, vous avez beaucoup de talent. Et il y a des rapports qui sont très bien faits. La vision du pays est donnée. Le président de la République a une certaine stratégie. Et quand vous lisez ça, vous dites, oui, si on applique ça, ça va aller. Mais quand ça descend à l'échelon inférieur, c'est là où ça coince. Je pense que, par exemple, au niveau du... Aujourd'hui, c'est un général qui est ministre de la Santé au Congo. Mais dans certaines fonctions, il faut quand même avoir ce qu'on appelle une compétence métier. Même si c'est un poste politique, mais il faut quand même avoir une certaine vision. Savoir ce qu'il faut faire. Actuellement, il n'est pas normal que les femmes qui accouchent meurent pendant les accouchements.
Il n'est pas normal qu'il y ait des dames qui aient des fistules vésico-vaginales parce que la grossesse n'a pas été suivie. Il n'est pas normal qu'il y ait des enfants qui meurent avant l'âge de 5 ans à cause du paludisme, tout en sachant qu'il y a la gratuité de ces médicaments pour cette tranche d'âge. Est-ce que vous savez qu'il y avait un établissement, la Congolaise des médicaments génériques, où le Congo achetait les médicaments à bas prix pour mettre à disposition des hôpitaux. Ah ouais? Donc, la Comeg ne prenait qu'un petit pourcentage qui servait au fonctionnement de la structure. Pour mettre en place les médicaments, pour voir un peu quand il arrive, comment on appelle ça, quand les médicaments arrivent à péremption, on déclenche un peu l'alarme pour essayer de réapprovisionner. Mais cette structure a toujours été gérée par les gens qui ont détourné l'argent à la Comeg. Ce n'est pas possible. Un pays comme le Congo n'arrive pas à gérer la Congolaise de médicaments génériques. Ce n'est pas possible. Et qu'est-ce qui se passe? Le kit, par exemple, prenons le kit de césarienne, parce que pour eux, la césarienne, c'est pas bon. La césarienne, c'est pas le mot d'accouchement naturel, on accouche par voie basse, généralement. Quand on arrive à 20%, c'est déjà un peu beaucoup pour les césariennes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le kit que la Comeg vend à 175 000 francs CFA de césarienne, le ministère va aller le commander chez Marvray à 350 000. Ah ouais? Et qu'est-ce qu'il y a là? Il y a des restos. Et pourtant, vous avez la Comeg à côté, qui vend ça à 175 000. Mais vous pouvez aller commander dans les pharmacies de la place à 2 fois le prix. Mais on marche sur la tête. Mais moi, je vais vous raconter une histoire. Oui. Quand j'ai géré le départ des sinistrés du 4 mars au Maroc, parce qu'il y avait les gens qui avaient besoin de prothèses, bon, on a fait les choses. Bon, je suis arrivé, on m'a donné une liste, il fallait que je gère tout ça. J'ai fait le budget. On m'a dit de faire le budget par rapport à le nombre de temps que les gens allaient rester, au moins sur 3 mois. J'ai fait un budget avec une marge au moins de 10% par rapport au budget que j'avais fait pour les imprévus. Donc, j'étais arrivé à 475 millions d'euros. Et la première des choses qu'on m'a demandé, mais pourquoi tu n'as pas demandé 1 milliard? Je dis, mais comment voulez-vous que je l'explique? Et je signe le document. C'est bien que c'est ça qui signe le document. En fait, on vous pousse à faire de la surfacturation. Exact. Je découvre. C'est bien que c'est ça qui signe le document. Et les gens pensent que quand j'ai signé le document, c'est moi qui avais l'argent, non. Moi, je n'étais qu'un attaché. Donc, j'avais le conseiller du président, la conseillère du président de la République. Moi, je ne suis qu'un attaché. Donc, les gens se disent, probablement, c'est lui qui a l'argent. Moi, je n'ai pas l'argent. Vous comprenez? Et au fur et à mesure que les gens partaient, ils revenaient, je notais les gens qui partaient, qui revenaient. Donc, on avait un budget. On avait recensé 94 Congolais. Non, 64 malades et les accompagnants, ça faisait 94. 93 sont partis. Il y a un monsieur qui était à Makoua, que j'ai plusieurs de téléphone qui m'a dit, docteur, moi je ne veux pas y aller. Je lui ai dit, si vous décidez à partir, moi j'ai votre budget. Vous voyez, ce n'était pas notre argent, c'était l'argent des Congolais. Et qu'est-ce qui se passe? On m'avait demandé pourquoi je n'avais pas demandé 1 milliard. On dit, moi je ne peux pas demander 1 milliard. C'est ce qui correspondait aux 94 personnes au séjour pendant 3 mois par rapport au prix qu'on avait. Et je me rends compte qu'il restait 11 personnes au Maroc. Au Maroc, oui. Et au Congo, on a ce qu'on appelle, on fait des avenants à ce cœur-là. Mais vous savez comment est-ce qu'on avait demandé à l'avenant pour 11 personnes qui restaient? 500 millions. Je dis, attendez. On a envoyé 93 personnes avec 475 millions et vous demandez 500 millions pour les 11 personnes qui restent. Mais
Le cabinet du président de la République, il est bien fait. Il faut reconnaître aussi les choses. Les documents nous arrivent. Tous les documents des ministres nous arrivent. Donc, c'est nous qui conseillons le président de la République. Mais on ne peut pas nous demander 500 millions pour 11 personnes. Mais ne connaissons pas comment ça se passe au Togo, on m'a demandé, moi, attaché, de convoquer le directeur des finances du ministère de la Santé. Mais je l'ai fait comprendre que non. Ce que vous demandez, c'est trop. Mais ce n'était pas à moi de le faire. Mais j'ai été perçu comme étant un ennemi. Et on a conseillé au président de la République de ne pas donner 500 millions, parce que 500 millions, c'est énorme. C'est énorme. Et il n'y avait aucune base factuelle pour 11 personnes qui restent au Maroc qu'on dépense 500 millions. C'est choquant. Même si on donnait 50 millions, 100 millions, c'était trop. Mais après, la décision ne me revenait pas. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Ce n'est pas moi qui signais les notes qui partaient, les fiches qui partaient sur le président de la République. Et finalement, il a demandé une note. Parce que dans le cabinet du président de la République, quand vous faites une fiche, elle est lue par le directeur de cabinet qui a un rôle de filtre, qui voit s'il doit transmettre l'information au président ou pas, s'il peut gérer à son niveau. Mais s'il doit transmettre l'information au président, il demande une note. Et à partir de là, il a demandé une note. Mais M. Sassou, comme il a un esprit rotor, quand il demande une enquête, il fait une enquête et sur ses propres collaborateurs et sur les autres. Moi, je reçois le directeur du financier du ministère de la Santé le 28. Le 29, j'ai une convocation à la DST. Et le 30, je suis à la DST. Ah ouais? Alors, il dit, attendez, je travaille avec le président de la République. Mais en plus, ce n'est pas moi qui suis le conseiller du président de la République. Ouais. Ce sont ce genre de choses-là qui peuvent vous pousser à partir. Mais vous êtes au plus bas échelon du cabinet du président de la République, mais c'est vous que l'on convoque parce que c'est vous qui essayez un peu de mettre un peu de l'ordre dans cette histoire. Vous comprenez que ce qui se passe n'est pas normal. Et je suis convoqué et je suis reçu par celui qui est devenu le général Itoa Atipo, qui est à Pointe-Noire. Et qui, en ce temps-là, m'a dit, c'était qu'on appelle ça, l'exécuteur du gouvernement. Il rendait des comptes qu'à M. Sassou Nguesso. Monsieur Mekassissa, je vous suis très bien là. Vous êtes au bas de l'échelle, on vous fait signer des papiers et on vous convoque en plus aussi. Hein? Mais à vous entendre quand même, la façon dont est fait usage des fonds publics dans ces milieux-là, c'est des grosses sommes d'argent. On a le tournis à écouter ces sommes d'argent-là, voltigées par-ci, par-là. Et puis, est-ce qu'il y a une culture du siphonnage des fonds publics au haut niveau, là où, évidemment, les enquêtes, je suis même surpris que vous dites, M. Sassou convoque, en fait, commande des enquêtes internes en tant que telles. Donc, en fait, les enquêtes, il y a un niveau à ne pas dépasser. C'est-à-dire, on fait des enquêtes pour des gens qui sont en bas, qui parfois, des petites choses, et que ceux qui brassent des sommes, des milliards et des milliards en haut sont intouchables. On pourrait le comprendre de cette manière-là, docteur? Ah bon, mais tout à fait, c'est un système. Ça ne touchera jamais à ses parents. Ça ne touchera jamais à ses parents. Nous savons qu'au Congo, c'est un pays qui a beaucoup d'argent. Moi, quand je signe le budget, parce que le budget se fait toujours à la fin du projet. Parce que quand vous faites un projet, si vous n'avez pas de budget, vous ne pouvez pas le faire. Si vous faites un projet, si vous avez un peu d'argent, vous serez obligé d'aller emprunter. Si vous faites un projet et si vous avez l'argent, vous pouvez l'utiliser. Mais au début d'un projet, on a beaucoup d'argent, mais on a peu d'informations. Donc l'argent, on peut partir, mais au fur et à mesure, vous vous rendez compte qu'il y a des tracas qui arrivent. Mais n'oubliez pas que les traumatisés du 4 mars, oui, 4 mars, oui. 2012, c'est la base électorale de M. Sassou. Donc, il avait aussi besoin de les satisfaire. Quand je signe le budget le matin à 8 h, à 13 h, j'ai 475 millions qui sortent du trésor.
Je sors de la présidence de la République. Ce sont des anecdotes. Il y a un monsieur qui m'interpelle, il me dit, mais docteur, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est bon. Il me dit, regarde, il dit, mais vous ne pensez pas que les victimes de la guerre de 1993 à Bakongo ont besoin aussi des soins? Mais ce monsieur, il avait totalement raison. Mais moi, je n'avais aucun pouvoir d'intervenir. Vous comprenez? De fois en ce on me dit, mais qu'est-ce qu'il a raison? Mais qu'est-ce que vous voulez que moi je fasse? Je n'ai pas les manettes pour intervertir les choses. Oui, effectivement, les sinistrés des guerres qui se sont passées à Bakongo avaient besoin aussi d'une prise en charge. Il n'y avait pas que les gens du 4 mars. Mais c'était la base électorale de M. Sassou. Il a voulu satisfaire ces gens-là. Il a mis en place les moyens, mais c'était les Congolais aussi. Hein. Il y avait tout le monde. Hein. Non, il n'y avait pas que les Mochis. Il y avait même les Burundais, les gens de la RDC, il y avait même des Maliens. Ouais, donc, il y avait tout le monde. Tout le monde, ouais. Il y avait tout le monde. Mais les gens de Bakongo aussi, je pense que il fallait aussi qu'on les prenne en charge. Parce que, vous savez, la santé, comme on dit, c'est un état de bien-être mental, physique et social, et non pas seulement une absence de maladie. Quand j'ai cherché les sinistrés du 4 mars, parce que je n'avais pas toute la liste, je suis allé à l'hôpital militaire. Je vois une dame qui était là, qui avait été opérée à 4 reprises. À 3 reprises, je ne la connaissais pas. S'appelait, avait du mal à cicatriser. Je vois un confrère qui était chirurgien, il me dit, mais c'est du 4 mars, oui. Je dis, mais il faut qu'on l'apprenne, qu'on l'amène un peu au Maroc pour voir un peu ce qu'on peut faire si vous n'arrivez pas. Alors, ce que je ne savais pas, c'est que cette dame-là, c'était la capitaine de Nzango, de l'équipe championne du Congo, de la présidence. Ah, mais dis donc! Donc, elle travaillait avec moi, en quelque sorte, c'était une collègue. Parce que ce que l'on m'a fait comprendre, c'est qu'elle était là. Les gens de la présidence ont tout fait pour la faire partir, ils n'ont pas pu. Et moi, je suis médecin, je regarde, je dis, il faut qu'on la prenne. J'appelle ma supérieure, je prends des photos, elle me dit, OK, on la met dans le groupe. Et il y a un monsieur qui m'appelait, qui voulait me voir, qui avait un poste assez haut placé, et qui m'a dit, mais pourquoi ce monsieur-là qui est à côté de Sassou n'a pas pu faire ce que vous avez fait? Elle a dit, mais moi, je suis au service des Congolais. Et cette dame qui était à l'équipe pendant 3 mois, au bout d'une semaine, elle s'est levée pour venir aux réunions. Et elle est partie avec le sourire. Parce que la facture qu'elle avait avec les fixateurs externes, il lui fallut que je commande un lit médicalisé qui était 6 000 €. Voilà. On m'est tombé dessus. Je dis, mais écoutez, moi, je ne peux rien. On ne peut pas la mettre acide. Il faut que ce lit-là arrive. Le lit médicalisé est arrivé. Vous savez ce qu'elle a fait? Non, dites-nous. Elle a préféré aller s'asseoir que se mettre dans le lit médicalisé. Voilà. Mais pourquoi? Mais parce qu'elle était soulagée que le gouvernement congolais la reconnaisse comme étant une victime. C'était un chemin vers la guérison. La guérison, absolument. La reconnaissance déjà. Mais voilà, mais c'est ça. Ce n'était pas grand-chose. Il y avait une dame, quand Sassou est allé à la cité des 17, qui lui a montré son sein. Il y avait du sang qui coulait. Mais ça n'avait rien à voir avec le 4 mars. C'est un cancer du sang. C'est ce que dit, c'est la malédiction, mais il faut que cette dame parte. Cette dame n'était que sur un fauteuil roulant. Mais quand j'ai tout fait pour qu'elle rentre dans l'avion, avant de rentrer dans l'avion, cette dame s'est levée. Elle m'a regardé avec un sourire. Elle a marché pour aller s'asseoir. Rien que le fait de la reconnaître comme étant une victime, c'était déjà le pas vers la guérison. La guérison, voilà, mais c'est notre devoir de le faire. C'est pour ça que je dis, moi, j'ai une dette envers les Congolais. Ce que je sais, ce sont les Congolais qui l'ont fait pour moi. Voilà. Je n'ai jamais déboursé un franc. Je suis devenu gynécologue obstétricien. Toutes les connaissances que j'ai, je peux discuter avec un Américain. La science est universelle. Absolument. Je peux discuter avec tout le monde. Eux, ils auront dépensé 400 000 pour leur formation.
moi, j'aurais dépensé zéro. Et j'aurais dépensé zéro de qui? Ces retraités comme maltraite qui payaient pour nous. Ce n'est pas normal. Vous comprenez? Mais quand vous dites ça, docteur Miakasissa, on comprend très bien le caractère multidimensionnel de la santé, qui ne relève pas évidemment de sa dimension technique, comme vous, mais c'est aussi une dimension anthropologique. Quand une personne est mise dans des conditions qui se lèvent, ça fait effet placebo, ça aussi, hein, vous voyez? Exactement, exactement. Ces gens qui sont dans la détresse, qui vont déprimer, qu'est-ce que vous voulez en tirer d'eux? Mais pourtant, ce sont des gens qui ont travaillé, ce sont des gens qui ont cotisé. On n'est pas capable de donner un peu d'argent. Quand à côté, vous avez des projets qui font 3 milliards, on vous dit rajoutez 2 milliards, mais les 2 milliards là vont partir où? Bon, docteur Miakasissa, on va évoluer parce que c'est clair ce que vous dites là, c'est très très clair. Avant de passer, parce que dans cette émission, vous voyez un peu, peut-être la dimension la plus essentielle dans cette émission, c'est quand même de préfigurer l'avenir par rapport à ça, la perspective, la prospective, la vision que vous avez de la chose. Mais avant cette question-là quand même, je voudrais vous savoir un peu pour nos téléspectateurs, cette idée de M. Denis Sassou Nguesso des 12 hôpitaux généraux dans tous les départements de la République. À première vue, ce serait une bonne chose. D'après tout, nous recherchons la bonne santé pour tous les Congolais et qu'un hôpital général bien foutu dans chaque département, ce serait le bonheur. Mais est-ce qu'on ne craint pas là encore de mettre un peu la charrue avant les bœufs? C'est-à-dire des structures comme ça, nous connaissons au Congo, les éléphants blancs, là, on peut en trouver pas mal dans beaucoup de domaines. Mais quand vient la santé, ça veut dire quoi de construire un gros hôpital dans un département quand on n'a pas pensé comment avoir la ressource humaine, comment former les infirmières et les infirmiers, comment former des médecins, puisque les bons médecins sont quand même à l'extérieur. Et j'ai entendu aussi parler des documents, comment on appelle, des diplômes scannés ou des choses comme ça. C'est-à-dire que dans un domaine de grande sensibilité comme la santé, il y aurait des praticiens qui n'ont pas le droit de pratiquer parce qu'ils ont un diplôme scanné. Est-ce que vous pouvez, nous autres, on est en dehors du système, mais vous qui êtes dans le système, est-ce que c'est bien vrai ce genre de choses que nous entendons? Tous les médecins sont bons. Moi, je n'ai pas la vocation, la capacité de juger qui que ce soit. Tous les médecins sont bons. Ça dépend dans quel contexte ils sont. Je vais vous donner tout simplement un exemple. On a eu des municipalisations accélérées qui ont abouti à des dégradations accélérées. Quand Xi Jinping arrive à Brazzaville pour inaugurer un filou, l'hôpital sino-congolais, on inaugure un hôpital. Ça veut dire que les Chinois y apportent leur contribution. Et vous savez qu'au bout d'un mois, il n'y avait plus les frais de fonctionnement. Il fallait que ce soit le cabinet du président qui débloque 5 millions de francs CFA pour que l'hôpital de filou fonctionne. Et pourtant, il a été inauguré par un grand chef d'État chinois avec le chef d'État congolais. Il y avait un itinéraire bien indiqué. On l'a fait passer, là, on voulait le faire passer, tout en sachant que ce n'était pas encore terminé. Il n'y avait pas le personnel, il n'y avait pas les équipements, il n'y avait pas le plateau technique. Et celui qui était là, il faisait avec les bouts de ficelle. Donc, nos cabinets du président, on reçoit le rapport, mais il faut que ce monsieur en puisse donner rien que 5 millions de francs CFA. Quand vous voyez qu'il y a des enfants, des notables congolais qui dépensent 5 millions de francs CFA en une journée dans une boîte. Et on a besoin de ça pour faire fonctionner un hôpital. Ça veut dire qu'il n'y a pas de vision. Il n'y a pas de vision. Ce qu'il faut faire, ce sont pas les commissions Théodule, mais des états généraux. Il n'y avait pas lieu qu'il y ait dans tous les départements des hôpitaux. Ce sont des effets d'affichage. Comme dans tous ces départements-là, il y a des terrains de football qui aujourd'hui sont impraticables. Impraticables. Bon, dans tous ces départements-là, il y a un palais présidentiel. À ce que je sache, Sassou Nguesso dort que dans un lit. Non?
Il ne dort pas dans tous ses palais. Mais bon, il faut bien les entretenir, tout ça. Donc, il faut faire les états généraux. Premièrement, revoir un peu au niveau de Pointe-Noire et de Brazzaville, qui sont les villes où il y a la plus grande concentration de population, quelles sont les structures que l'on peut mettre en place. Et puis, le président de la République, il a des grandes causes. Aujourd'hui, quelle est la plus grande cause de mortalité maternelle? C'est l'hémorragie maternelle, l'hémorragie du postpartum. On peut en faire une grande cause. Dire qu'il faut qu'on mette les moyens, qu'on forme les gens pour qu'on n'ait plus ce genre de choses. Parce que vous savez, les questions, il faut toujours se les poser en amont. Une hémorragie de la délivrance n'arrive pas comme ça. Parce que pendant une grossesse, on a 3 trimestres. Le premier trimestre, c'est poser le diagnostic de la grossesse. Parce qu'on peut avoir une grossesse, mais qui n'est pas dans l'utérus, qui est extra-utérine. Oh ouais, j'ai eu. Voilà. Donc, on pose le diagnostic de la grossesse. Si la grossesse est bien dans l'utérus, on dit bon, c'est bon, on continue. Il y a des examens qu'il faut faire. Et le deuxième trimestre, il y a des pathologies qui peuvent apparaître, qu'on appelle les pathologies interférantes, il faut pouvoir les traiter. Et il faut savoir si l'enfant qui est dans le ventre de la mère est en bonne santé. Voilà. Donc, on va faire aussi des examens. Okay. Et au troisième trimestre, la question qu'on va se poser, c'est le pronostic de l'accouchement. Cette dame, comment est-ce qu'elle va accoucher? Est-ce qu'elle a les chances d'accoucher normalement? Est-ce qu'il faut faire ce qu'on appelle une expectative armée, c'est-à-dire faire une épreuve du travail? Est-ce qu'il ne faut pas faire une césarienne dès qu'elle est en début de travail? Et les dames, déjà, avant même, dès le diagnostic de la grossesse, on dit, madame, vous aurez une césarienne parce qu'on a telle cause qui pousse que vous ayez une césarienne. Donc, les gens sont armés. On n'est pas surpris. Quand cette dame arrive, on voit son dossier, le médecin dit, voilà, ça a été discuté, on fait la césarienne. Quand une dame arrive, on dit, ah, faites très attention, cette dame mesure 1,47 m. Elle a un petit bassin, elle a un gros bébé. Donc, on peut avoir les problèmes. Donc, si ça ne se passe pas bien, attention, on peut faire une césarienne. Mais ce que j'ai vu au Congo, c'est qu'une dame qui avait une grossesse gémellaire de bébé, l'utérus est surdistendu. Donc, il devient mou. L'utérus surdistendu. Il devient mou. Donc, ça entraîne une atonie utérine, il n'arrive plus à se rétracter. Donc, il va saigner. Mais cette dame ne pouvait pas accoucher dans une clinique en ville où ils n'ont pas de poche de sang, où il n'y a pas de réanimateur, où il n'y a pas d'obstétricien pour la prendre en charge. Ils ont peut-être dû suivre la grossesse, mais cette dame aurait dû accoucher dans un milieu sécurisé, c'est-à-dire à l'hôpital. Elle accouche en ville, elle saigne. Il n'arrive pas à juguler l'hémorragie de la délivrance. Elle arrive à l'hôpital, on dit, ah ouais, madame, on vous a sauvé la vie parce qu'on vous a enlevé l'utérus. Ah ouais, voilà, attendez, moi, ça me pose un problème. Mais oui, mais vous l'avez enlevé l'utérus, elle ne voulait pas que vous lui enleviez l'utérus. Elle voulait avoir ses 2 bébés en bonne santé, qu'elle garde son utérus, qu'elle puisse faire votre gamin. Et vous avez pensé qu'en lui enlevant l'utérus, vous lui avez rendu service. Mais ça restera dans sa tête. Parce qu'une femme, quels sont les éléments qui font la féminité chez la femme? Il y a les seins, il y a l'utérus et il y a les règles. Et les dames, même quand elles n'ont pas leurs règles, elles sont paniquées. Mais les règles, ça ne sert à rien. Vous comprenez? Et cette dame qui est venue à l'hôpital, parce que j'y étais, j'ai dit, mais il n'y a pas de traitement médicamenteux que vous pouvez faire. Ah non, on n'a pas. Ben, c'était les petites ampoules qu'il fallait mettre pour essayer de tenter de voir si ça allait répondre. C'était des utérotoниques très, très puissants. Si l'utérus allait se retracter pour éviter qu'il saigne. Et ces ampoules-là, on ne les avait même pas à l'hôpital général. Vous trouvez ça normal? Et quand vous opérez la dame, vous viendrez la voir avec un grand sourire, vous dites, ah oui, madame, on vous a sauvé la vie. Mais non. C'est des choses qu'on ne peut pas accepter. Briser la vie de la personne. Ben oui, on ne peut pas l'accepter quand on est obstétricien. Un obstétricien, c'est celui qui est capable
de transformer un accouchement, ce qu'on appelle un accouchement dystocique difficile, en un accouchement normal. Une sage-femme ne fait que des accouchements normaux. La décision de la césarienne ne dépend pas de la sage-femme, dépend de l'obstétricien. En Afrique, au Congo, c'est la sage-femme qui dit « venez faire la césarienne ». Non, c'est l'obstétricien. Bon, docteur Miakasissa, vous êtes en train de parler d'une chose qui est très, très importante là. Peut-être si nous avons la chance, je le dis de cette manière-là, de vous avoir de nouveau à notre plateau, je pense qu'il faudra qu'on aborde la question de la périnatalité. La périnatalité rentre dans ce que vous êtes en train de décrire là. Mais la périnatalité va au-delà de la pratique médicale au sens strict du terme. C'est une pratique environnementale. Il y a des dimensions psychologiques qui interviennent, anthropologiques, sociologiques également. Vous voyez? Donc, on n'aura pas le temps d'aller là-dedans parce que dans le cas du Congo-Brazzaville, de toute façon, après tous les traumatismes qu'on a vécus, il faudra, dans un cadre de renouveau, tel que nous le projetons, comme nous le rêvons, et il faudra qu'on aborde là l'importance de la périnatalité. Bon, ben, pour aller, puisqu'on va vers la fin de notre émission, gardez, sincèrement, nous aimerions vous avoir de nouveau. On va essayer d'épuiser autant qu'il est possible. Il faudra laisser la place aux autres. Pardon? Il faudra laisser la place aux autres, ceux qui viennent s'exprimer. Oui, mais on laissera la place aux autres. Mais non, mais les autres, quand on a un domaine aussi important que celui de la santé, il faut qu'on l'épuise aussi quand même. On ne vient pas avec un petit morceau bien dit et que l'autre morceau à côté, qu'on laisse. Ben, on laissera les autres passer, mais quand vous aurez le temps aussi de nous l'accorder, nous reviendrons vers vous. Non, j'aurai toujours le temps aussi, c'est pour parler du Congo-Brazzaville, il n'y a pas de problème. Oui, bien sûr, absolument, on parle du Congo-Brazzaville. Ben maintenant, par rapport à ce que vous avez dit là, tout ce diagnostic que vous avez dressé, docteur Miakasissa, si je sais que vous n'avez pas cette prétention-là, mais restons quand même imaginez que vous êtes président de la République, monsieur Miakasissa. Je l'ai dit, hein, je sais que vous n'avez pas cette prétention, mais pourquoi pas, vous êtes Congolais. Si vous étiez président de la République, ou du moins si vous êtes Premier ministre de la République du Congo avec les pleins pouvoirs, à quoi ressembleraient les 100 premiers jours de votre mandature ou de votre exercice par rapport au secteur de la santé, au système de santé tel que vous le connaissez et tel que vous avez su brosser un diagnostic qui est tout à fait pertinent, que tout le monde voit. Qu'est-ce qu'on ferait? Ce serait quoi la vision dans un renouveau ou dans un Congo post-Denis Sassou Nguesso? Parce qu'il faut dire les choses clairement, tant que Sassou Nguesso sera là, il a beau avoir l'argent du monde, c'est le président Ouattara de la Côte d'Ivoire qui l'avait dit. Mais pour le cas du Congo-Brazzaville, on aura beau mettre de l'argent dans ce système-là, c'est comme le tenue de Danaïde. On n'en fera rien. Donc, c'est clair et net que tant que M. Sassou Nguesso est là, eh bien, le système va continuer à être ce qu'il est. Que ferez-vous les 100 premiers jours si vous avez le pouvoir? On ne peut pas parler des 100 premiers jours pour un pays comme le Congo où tout est à faire. Parce que quand vous arrivez, il faudra faire ce qu'on appelle une évaluation initiale. Et c'est à partir de l'évaluation initiale que vous allez dégager les priorités. L'évaluation. Nous, on n'a jamais été au pouvoir. On ne peut pas arriver et dire ben, on va faire ci, on va faire ça. Non, il faut voir le contexte. On va apporter ce qu'on veut, ce qu'on a ici, et il faut aussi voir la réalité locale. Donc, il faudra d'abord faire ce qu'on appelle une évaluation initiale et fixer les priorités. Aujourd'hui, quelles sont les priorités? Il y a la santé, il y a l'éducation, il y a l'eau, il y a l'électricité. Et après, il y aura les infrastructures. Si vous n'avez pas l'eau, comment voulez-vous faire fonctionner un hôpital? Moi, je veux dire. Je veux dire, je vais construire un autre hôpital, mais s'il n'y a pas l'eau, s'il n'y a pas l'électricité, même un ascenseur à l'hôpital général, on n'arrive pas à le faire fonctionner correctement. Vous voyez le nombre d'ascenseurs qu'il y a en France, au Canada, qui fonctionnent tous les jours dans les différents immeubles. Un ascenseur, vous n'arrivez pas, et les gens on les porte sur le dos pour les monter là-haut. Mais quelle honte pour le pays qui est le nôtre. Donc, il faut là remettre les choses à plat. Ça va pas se faire dans les 100 premiers jours. Parce que, ici, on parle des 100 premiers jours parce que vous avez une
vous avez les corps intermédiaires. La France marche parce qu'il y a des gens qui se lèvent tous les matins pour aller travailler. Mais là, le premier quinquennat de Macron, il a laissé une dette de combien? De 600 milliards. Ben, ce ne sont pas les Français qui font la dette de 600 milliards. Vous comprenez? Donc, le problème du Congo, c'est pour ça que le dialogue national inclusif s'impose. Il faut qu'on se parle. Mais il faut mettre à plat les structures et dire quelles sont nos priorités. J'étais en 2013 à l'Assemblée mondiale de la santé à Genève. Et j'ai écouté le directeur général de la Banque mondiale, qui était un médecin, un Américain d'origine chinoise, qui disait, on se va terminer par là, j'ai été dans un pays d'Afrique où ils étaient capables de traiter les complications du diabète. Il y avait les appareils qui traitaient les complications du diabète, il n'y a aucun problème. Mais quand le patient sortait de l'hôpital, il était incapable d'acheter l'insuline. On veut la charrue avant les deux. Ouais. On construit les grandes structures. Ouais. Voilà. Les grandes structures capables de traiter les complications du diabète. Mais l'insuline dont le patient a besoin tous les jours quand il sort de l'hôpital. Tous les jours, on n'en a pas. Il est incapable de se l'acheter. Alors, à quoi servent ces structures? Qu'est-ce qu'on fait pour les gens qui sont dans les brousses reculées? Avant, on avait les dispensaires. Ça marchait. Maintenant qu'on a le téléphone, on peut téléphoner. Dites-moi que monsieur s'assoit sur les routes, on peut envoyer les gens ou bien faire venir ces gens-là dans les grandes surfaces. On peut mettre un grand hôpital à Pointe-Noire, un grand hôpital à Dolisie, un grand hôpital à Brazzaville et dans le nord, 2 autres. On peut en avoir 5. Wesso, Wando, Wesso. Voilà, pour essayer de faire un maillage. Et après, on peut avoir des petites structures qui vont gérer soit les soins post-opératoires, parce qu'on ne va pas tous garder les gens dans les gros hôpitaux. On peut dire non, maintenant vous pouvez repartir, vous aurez un médecin qui va s'occuper de vous, qui va suivre votre rétablissement. S'il y a un problème, qui nous appelle, on peut discuter. Il y a le téléphone, il y a plein de choses maintenant. Pourquoi ne pas faire baisser le prix de la Wi-Fi à Brazzaville pour que les gens puissent discuter, les médecins puissent échanger, sans pour autant mettre sur la place publique le secret médical. Voilà. Donc, Monsieur Miakassissa, je retiens, Monsieur Miakassissa, vous avez parlé de l'évaluation. L'évaluation, c'est quelque chose de très naturellement. On ne peut pas s'engager dans une action sans évaluation. Mais je vais quand même, vous avez mentionné que je suis au Canada et plus précisément, je suis au Québec. Le Québec, c'est un bel exemple. C'est un bel exemple parce que la province du Québec, qui s'appelle la Belle Province, les années 60, ils ont fait la Révolution tranquille. Eh bien, cette révolution tranquille, vous savez très bien que dans l'histoire du 1876, sur les plaines d'Abraham, c'est-à-dire là où le Québec francophone a basculé un peu sous l'administration anglophone. Et qu'en 1960, la révolution tranquille, c'était le renouveau. En fait, porter le Québec dans le modernisme. Et par rapport à ce que vous êtes en train de dire, la technique ou bien la méthodologie qu'ils ont mis en place, c'est de mettre sur pied dans chaque secteur ce qu'ils ont appelé les commissions d'enquête. Et les commissions d'enquête ont travaillé avec des groupes d'experts, c'est-à-dire l'éducation, c'est le rapport parent. La commission a travaillé pendant un certain temps, parfois même plus d'une année, avec des moyens conséquents, où on balise complètement le secteur de l'éducation. La santé, c'est la même chose. Le secteur de l'éducation, le rapport parent, par exemple, est formidable. C'est-à-dire on dissèque tout avec des recommandations. Et les recommandations, pour que ça ne soit pas une lettre morte, on met en élit ou bien on met ce qu'ils appellent les ombudsman. Ombudsman, c'est un personnage d'État qui a pour rôle de contrôler le suivi
n'est-ce pas, des recommandations qui ont été faites par les experts et la commission à qui on a donné tous les moyens, qui a convoqué tous les experts dans le domaine, qui est arrivé à des conclusions, ce rapport, et aussi en fait la synthèse du rapport pour voir les grandes entrées qu'on peut regarder à coup d'œil, un coup d'œil synoptique, on voit les grandes idées du grand rapport suivi, n'est-ce pas, des recommandations. Vous voyez? Donc, si nous invitons des experts comme vous, c'est quand même pour aussi travailler cette idée-là. Et que je suis clair là-dessus, avec M. Denis Sassou Nguesso au pouvoir, avec un système corrompu à l'extrême, quand je le dis, je n'insulte personne. Ce sont les rapports au niveau national comme international qui l'établissent. Avec un système comme celui-là, ma foi, on ne peut absolument rien faire. Donc, nous sommes toujours dans le renouveau. Ça viendra peut-être après 1000 ans, mais quand ça viendra 1000 ans, eh bien, on le mettra en route. Mais je ne pense pas qu'on attendra 1000 ans pour remettre le Congo en place. Vous voyez, je voulais simplement appuyer un peu sur la notion d'évaluation dont vous avez semblé donner de l'importance. Vous êtes un peu pessimiste. Les experts qui font des rapports, ce qu'on appellera la stratégie, la vision globale, au Congo, ça se fait très bien. Les stratégies existent. Et après, ce que vous appelez l'ombudsman, c'est ce qu'on appelle en gestion de projet le président du comité de pilotage. C'est lui qui est là pour veiller au bon fonctionnement. Et ce n'est pas toujours lui qui va faire. Après que vous ayez la stratégie, cette stratégie doit être traduite en objectif par les managers. Et ce sont ces managers-là qui vont confier des actions aux collaborateurs. C'est pour ça que je vois qu'au niveau du ministère de la Santé au Congo, il est tout à fait regrettable qu'il n'ait plus un directeur général. Parce que le directeur général de la Santé, c'est le vice-ministre. C'est celui qui met en action la stratégie que le ministère reçoit, qui lui confie les objectifs pour que le directeur général les mette en action. Voilà comment ça fonctionne. Mais il ne faut pas se leurrer. On a des experts au Congo. Les stratégies sont faites. On a des présidents des comités de pilotage. Mais je pense qu'on a dilué la responsabilité, comme on a dilué la responsabilité au niveau du ministère de la Santé. Il y a trop de directions. Et quand vous avez beaucoup de directions, vous diluez la responsabilité. Je pense que celui qui est en charge, qui a le rôle de manager, c'est-à-dire qui filtre l'information, qui la remonte ou pas au ministère par rapport à ce qui se passe, ou qui prend certaines initiatives sur le terrain pour voir si ça se passe bien, c'est le directeur général de la santé. Ici, on a vu, quand il y a eu la COVID-19, le directeur général de la santé était toujours là, en relation avec le directeur des hôpitaux, pour mettre en place la stratégie du président de la République. Parce qu'on peut être leader, on a une vision, mais on ne sait pas faire. Et on peut être manager, on sait faire, mais on n'a pas de vision. Bon, maintenant, ce qu'on demande, c'est des managers qui sont aussi des leaders. Bon, et ça peut arriver, il y a des talents qui arrivent à le faire. Mais un leader, comme un président de la République, n'est pas forcément un manager. Ça, ce quoi il vous dit, moi, voilà, mon idée, c'est les hôpitaux, mais ce n'est pas forcément lui qui va le faire. Parce qu'il ne sait pas faire, mais il vous donne une vision. Il dit, voilà ce que je veux de mon pays. Mais vous qui travaillez dans ce cabinet, vous pouvez dire, oui, monsieur le président, on vous a compris, mais on ne peut pas construire 12 hôpitaux partout dans tous les départements, parce que tous les départements n'ont peut-être pas les mêmes pathologies par rapport à certaines spécificités locales. Par rapport à l'Ebola, ça ne se retrouve pas dans tout le pays, ça se retrouve dans certaines contrées. Et pourquoi? Parce que l'homme a envahi le domaine naturel des animaux et maintenant on se retrouve au contact des chauves-souris. Qu'est-ce que ces chauves-souris qui transmettent, par exemple, qui piquent les mangues, les fruits qui tombent, l'homme mange et se contamine. C'est tous ces problèmes-là qu'il faut voir. Donc ça dépend du conseiller du président de la République.
Il y a un président américain qui avait dit « J'ai été un bon président parce que j'avais des bons conseils. » Voilà. Je pense que c'est ça. Être ministre, c'est purement politique. Mais le directeur général de la santé, généralement, c'est un médecin. C'est quelqu'un qui a cette compétence métier, qui voit, qui traduit la stratégie du président, qui passe par le ministère, qui lui confie les objectifs, et c'est à lui, le manager, de les traduire en action concrète. Voilà, avec les directeurs des hôpitaux. Merci beaucoup, docteur Miakasissa. Une fois de plus, je vais espérer vous retrouver sur ce plateau-là pour d'autres aspects liés à votre espace d'expertise. Et puis, ben, sachons tout simplement que la prochaine fois, on rentre quand même aussi. On n'a pas eu le temps de parler un peu du Congo, comment le Congolais vit la santé. Par exemple, les gens ont peur d'aller à l'hôpital. Pourquoi est-ce que les gens ont peur d'aller à l'hôpital? Aujourd'hui, l'hôpital général, le CHU, le centre hospitalier universitaire, jadis quand même, bel hôpital, il y a eu des noms de renom, des grands professeurs qui ont disparu aujourd'hui, qui faisaient la renommée, n'est-ce pas, de notre hôpital et de notre CHU et de l'école l'INSA qui ont disparu, le docteur Mouramoué par exemple, qui me vient à l'esprit comme ça, et beaucoup d'autres. On a comme l'impression que c'est des images d'Épinal maintenant quand on voit le système aujourd'hui. On pourra aussi aborder, si vous êtes d'accord avec moi, le docteur Miakasissa, il y a un Canadien qui est venu au Congo-Brazzaville, hein, qui a dirigé l'hôpital, le CHU, et qui d'un coup est parti comme ça. Il y a eu pas mal de choses là-dedans. On pourra peut-être en parler. Il y a eu des prémices. Il était chez vous, il est parti. Voilà. Il était chez vous, il est parti. Qu'est-ce qu'il pouvait faire au Congo? Ok, bon, écoutez, moi, je suis au Canada, je verrai un peu dans quelle mesure je pourrais me rapprocher de lui pour savoir, lui poser la question, qu'est-ce qui a dû se passer. Mais est-ce que vous pensez qu'en plus de 60 ans d'indépendance, aucun Congolais ne peut diriger l'hôpital général? Vous êtes sûr? Non. Voilà. Aucun Congolais ne peut diriger l'hôpital général. Moi, je suis sûr qu'il y a des Congolais qui peuvent diriger l'hôpital général. Parce que ce qu'on fait ici, c'est ce qu'on fera au Congo. Et il faut que les soignants donnent l'envie aux malades de venir à l'hôpital. Le monsieur que vous avez vu, la vidéo qui a circulé, le monsieur qu'on a vu soi-disant mort et qui a ressuscité d'entre nous, je ne sais pas s'il s'appelle Jésus. Oh ouais, c'est ça. Est-ce qu'on lui a pris l'attention? Est-ce qu'on lui a pris le pouls? Est-ce qu'on a essayé de mettre l'oreille un peu pour voir s'il respirait, s'il avait des gaz? Est-ce qu'on a demandé aux gens comment est-ce qu'il est arrivé là et pendant combien de temps dure sa perte de connaissance? Parce que c'est une perte de connaissance. Tout simplement. Parce qu'il y a des pertes de connaissance qui durent plus de 3 minutes, mais qui n'ont pas la même signification qu'une perte de connaissance qui va durer moins de 3 minutes et le monsieur se réveille, c'est ce qu'on appelle les pertes de connaissance syncopales. Il y a des pertes de connaissance qui ne sont pas syncopales, qui vont être dues à des AVC, à les hypoglycémies, à l'épilepsie et autres, au traumatisme. Voilà. Donc, ici déjà, rien que ce que vous appelez le triage aux urgences, on prenait la tension des gens, on prenait le pouls, on prenait la fréquence respiratoire, on prenait la température et on évaluait la conscience. Ce sont ce qu'on appelle des signes vitaux. On n'a pas besoin d'un scanner. On n'a pas besoin d'un scanner. Et à partir des signes, il y a ce qu'on appelle le quick SOFA. Assessment séquentiel organe failure. Évaluation séquentielle de défaillance d'organes. Si vous avez une fréquence respiratoire qui est augmentée, si vous avez une pression artérielle systolique qui est basse, et si vous avez une conscience qui n'est pas bonne, vous dites, ah là, il y a un problème, docteur, venez voir. Rapidement. On n'a pas besoin de scanner parce que tout simplement, on a pris le pouls, on a pris la tension, on a pris la fréquence respiratoire, on a évalué l'état de conscience. Bon, on n'a pas le saturomètre, bon, ça peut être après. Très bien. Donc, voilà. Ce sont des choses simples que font les infirmières
qu'on trouve aux urgences. Merci, docteur. Merci, docteur. C'est très édifiant. Tout le plaisir était pour moi. On vous remercie une fois de plus. Non, mais tout le plaisir est pour moi. Je t'avais donné ma parole. Voilà, mais c'est ça. Mais merci, absolument, absolument. Je l'ai respecté. Et puis voilà, absolument. Mais il nous reste à remercier nos chers téléspectateurs de nous avoir suivis et nous sommes au bonheur de les retrouver la semaine prochaine sur un autre thème ou bien la suite de ce que nous avons entamé aujourd'hui. Pourquoi pas, docteur Biakassis? On verra de toute façon. Je vais laisser la place. Merci beaucoup. Qui puisse aussi s'exprimer comme ça. Merci beaucoup. Il y a plus de choses dans deux têtes que dans une. La mienne est encore toute petite. Absolument. La mienne est toute petite. Mais c'était un plaisir. Mais je pense qu'il ne faut pas désespérer. Le Congo a des talents. J'ai vu des gens qui étaient brillants, mais qui n'étaient pas à leur place. Et c'est ça qui est dommage. OK. Parce que, merci. Qu'est-ce que vous voulez? La nomination, elle n'est pas rationnelle au Congo. Elle est familiale. C'est ça, absolument, absolument. Mais merci beaucoup, chers téléspectateurs. Et puis, on se retrouvera la semaine prochaine. Merci beaucoup, docteur Biakassis. Allez, merci beaucoup, monsieur Georges Gouma, mon cher frère. Mon cher frère, absolument.